Il existe un rituel silencieux, presque invisible, que nous pratiquons souvent à la tombée de la nuit. C'est ce moment où, face à l'immensité des catalogues numériques et à la pression constante de la nouveauté, nous choisissons délibérément de revenir vers une histoire que nous connaissons déjà par cœur. Ce n'est pas un manque de curiosité, ni une paresse intellectuelle. C'est une réponse profonde à un monde qui exige sans cesse que nous soyons ailleurs, plus rapides, plus informés. Revoir ce film, c'est s'offrir une trêve, un espace où le temps cesse enfin de nous poursuivre. Certains sont nés pour la conquête, pour le frisson de l'inconnu et l'adrénaline du changement permanent. Ils perçoivent la répétition comme une prison. Mais pour d'autres, la répétition est une ancre. Entre celui qui cherche le choc du nouveau et celui qui cherche la paix du familier, il n'y a pas de hiérarchie, seulement des besoins différents. Revenir vers les mêmes scènes, les mêmes visages et les mêmes dénouements est un acte d'autopréservation. C'est choisir d'habiter un paysage dont on connaît chaque recoin, chaque ombre et chaque lumière. Vous connaissez cette sensation. Vous savez exactement quand la musique va s'élever, quand le protagoniste va hésiter, et à quel instant précis vos larmes vont couler. Pourtant, vous appuyez sur lecture. Ce geste semble irrationnel. Pourquoi consacrer notre ressource la plus précieuse, le temps, à quelque chose dont l'issue est déjà gravée dans notre mémoire? Ce n'est pas l'intrigue que nous recherchons, mais la certitude qu'elle procure. Dans une existence où tout est fragile, ce qui ne change pas devient sacré. La psychologie derrière ce comportement est d'une clarté désarmante. Le cerveau humain est une machine à prédire. Il s'épuise à essayer d'anticiper les dangers, les déceptions et les imprévus du quotidien. Revoir une œuvre familière, c'est offrir au cerveau un repos total. C'est le passage au risque zéro. Puisque le dénouement est scellé, notre système nerveux peut enfin relâcher sa garde. Nous ne sommes plus en train d'analyser, nous sommes simplement en train d'exister. Le confort ne naît pas de la passivité, mais de la prévisibilité. Dans un monde de bruits incessants et de notifications imprévisibles, savoir ce qui va se passer au chapitre suivant est un luxe biologique. C'est une économie d'énergie cognitive qui nous permet de réguler notre tumulte intérieur. Ce que nous appelons une habitude insignifiante est en réalité un mécanisme de défense sophistiqué. Le familier n'est pas seulement rassurant, il est le socle sur lequel nous reconstruisons notre sentiment de contrôle. Cette économie d'énergie n'est que la partie émergée de l'iceberg. Au-delà du simple repos cognitif, il existe une fatigue plus sourde, presque existentielle, qui s'accumule au fil des jours. Choisir ce que l'on va regarder est devenu en soi une source d'épuisement. Face à l'infinité des possibles, l'acte de décider devient un fardeau. En revenant vers l'ancien, nous court-circuitons cette fatigue décisionnelle. Nous nous extrayons de la tyrannie du choix pour glisser dans la douceur de l'évidence. C'est un moment où l'on s'autorise à ne plus être le pilote de sa propre vie, mais un passager serein dans un voyage dont on chérit chaque escale. Cette quête de contrôle est une réaction directe à l'imprévisibilité de nos trajectoires personnelles. La vie ne nous donne jamais de garantie sur le dénouement de nos épreuves, mais la fiction, elle, tient toujours ses promesses. Ce besoin de retrouver des structures narratives stables agit comme un rempart contre le chaos extérieur. Ce n'est pas une fuite, c'est une stratégie de régulation. Quand nous sentons que les rênes de notre réalité nous échappent, nous nous tournons vers ce qui est immuable. C'est dans cette répétition que nous retrouvons un sentiment d'ordre, une géométrie rassurante, dans un monde aux formes changeantes et parfois menaçantes. On regarde souvent ces habitudes avec une pointe de culpabilité, comme si nous trahissions notre potentiel de croissance. Pourtant, il y a une sagesse immense dans l'écoute de sa propre saturation. Le cerveau sait quand il ne peut plus absorber le nouveau. Chaque nouvelle information, chaque émotion inédite, demande un effort d'adaptation, une dépense de capital émotionnel. Il y a des soirs où le réservoir est vide. Dans ces moments-là, le familier devient une nécessité vitale. C'est un refuge qui ne demande rien en retour. Une amitié silencieuse qui nous accepte dans notre état le plus brut, sans exiger que nous fassions preuve d'esprit ou d'attention soutenue. Sous le voile de ce geste quotidien, des processus psychologiques profonds sont à l'œuvre. Nous ne sommes pas simplement devant un écran, nous sommes engagés dans une forme de dialogue avec notre propre histoire. Le choix de l'œuvre que l'on regarde à nouveau est rarement un hasard. Elle résonne avec une fréquence intérieure que nous cherchons à stabiliser. C'est une ancre jetée dans une mer agitée. Sans même nous en rendre compte, nous utilisons ces récits pour ancrer nos propres émotions, pour leur donner un cadre et une limite. C'est la beauté de la répétition. Elle transforme l'aléatoire en rituel.
Cette sécurité émotionnelle est le fondement même de notre équilibre. En retrouvant des personnages que nous aimons, nous ne faisons pas que regarder une fiction, nous réintégrons une zone de confort qui agit comme une membrane protectrice. Le familier ne nous demande pas de nous adapter, il nous offre la possibilité de nous reposer. Dans cette parenthèse, l'anxiété diminue, car le futur est connu. Pour 1 heure ou 2, le poids de l'incertitude disparaît, remplacé par la cadence rassurante d'un récit dont nous possédons déjà toutes les clés. C'est ici que l'âme commence son travail de récupération. Cette membrane protectrice nous permet d'explorer des territoires plus intimes, là où se cachent nos émotions inachevées. Nous ne retournons pas vers une histoire seulement pour le plaisir des yeux, mais pour combler les silences de notre propre vécu. Parfois, nous regardons à nouveau un personnage faire preuve d'une bravoure qui nous a manqué durant la journée. En le regardant, nous empruntons sa force. C'est une forme de réparation par procuration. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs, nous sommes des êtres en quête de complétude, utilisant le miroir de la fiction pour penser des blessures que nous n'avons pas encore appris à nommer. Il existe une mélancolie particulièrement douce dans ce retour vers le connu. Vous revoyez peut-être cette scène de retrouvailles parce que vous vivez une séparation que vous ne parvenez pas à formuler, ou bien vous vous plongez dans ce triomphe fictif parce que votre réalité actuelle ressemble à une succession de petites défaites invisibles. La répétition nous permet de digérer la douleur dans un environnement stérile, sans risque de nouvelles blessures. Puisque nous savons que la blessure du protagoniste finira par cicatriser, le voir guérir encore et encore nous donne l'illusion, ou peut-être la promesse, que notre propre guérison est également possible. Toutefois, une question demeure. Où s'arrête le réconfort et où commence la stagnation? Il existe une frontière ténue entre le refuge et l'évitement. Nous commettons souvent l'erreur de confondre notre zone de confort avec un espace de guérison. Mais la vérité est que le confort, par essence, n'a pas pour vocation de soigner. Son rôle est de sédater, de calmer les eaux tumultueuses, d'abaisser le volume de la souffrance. C'est une anesthésie temporaire qui nous permet de reprendre notre souffle. La véritable guérison, elle, exige le mouvement, la confrontation avec l'inconnu, et parfois même la douleur. Le confort est la glace sur la brûlure. Il stoppe l'inflammation, mais il ne répare pas les tissus. Pourtant, il y a une noblesse dans cette immobilité choisie. Dans une société qui nous impose une croissance infinie, une amélioration constante et un apprentissage perpétuel, décider de s'arrêter pour regarder quelque chose d'ancien est un acte de bienveillance envers sa propre fatigue. Nous ne sommes pas obligés de devenir quelqu'un à chaque instant. Parfois, nous avons simplement besoin d'être. Revenir à une histoire familière nous permet d'exister sans effort, sans performance. C'est une manière de dire au monde que pour aujourd'hui, nous n'avons plus de bataille à livrer et que nous avons le droit de rester là où tout est déjà apaisé. Cette fonction de régulation fait de la vision répétée un véritable rituel. Contrairement à la consommation médiatique classique, le rituel ne se nourrit pas de nouveautés, mais de constance. Regarder ce film pour la 10e fois n'est pas un divertissement, c'est une pratique de stabilité. Pour celui qui souffre d'anxiété sociale, ces personnages deviennent des compagnons qui ne trahissent jamais. Pour celui qui se sent seul, ces voix familières comblent le vide avec une fréquence connue. C'est un pont jeté vers le passé, vers une version de nous-mêmes plus simple, ou simplement vers l'instant où cette histoire nous a sauvés pour la première fois. Cette quête de stabilité nous amène à une observation plus troublante, le lien indéfectible que nous entretenons avec le temps qui passe. En revenant vers une œuvre ancienne, nous tentons, d'une certaine manière, de suspendre le sablier. Dans un monde où tout semble s'effriter, se liquéfier et disparaître, se nicher dans un récit immuable offre l'illusion d'un point fixe. Ce n'est pas seulement l'histoire qui ne change pas, c'est nous qui, l'espace d'un instant, cessons de vieillir avec elle. Nous retrouvons la personne que nous étions la première fois que ces images nous ont touchés, redécouvrant des fragments de notre identité que les responsabilités de l'âge adulte avaient recouverts de poussière. Cette répétition agit également comme un baume sur la culpabilité que nous ressentons souvent à l'idée de ne pas être productifs. Dans un monde qui quantifie chaque minute, nous avons appris à justifier nos loisirs par l'apprentissage ou la découverte. Il est fascinant de constater que ce besoin s'intensifie durant les périodes de transition ou de crise profonde. Lorsque l'avenir professionnel, sentimental ou sanitaire devient flou, l'esprit cherche désespérément un îlot de certitude. Ce n'est pas un hasard si, lors des crises collectives, les individus se tournent massivement vers les classiques de leur enfance. Le cerveau cherche à réduire sa charge cognitive. La nouveauté exige de l'espace mental.
une disponibilité que l'inquiétude nous vole. Le familier, lui, ne prend pas de place. Il en crée. Il libère l'esprit de l'obligation de comprendre pour lui permettre enfin de ressentir. Bien souvent, ceux qui s'installent ainsi dans la répétition cachent une blessure plus silencieuse, la difficulté de raconter leur propre histoire. Il est parfois plus aisé d'habiter la vie d'un autre, car sa propre trame narrative est devenue trop lourde, trop chaotique ou trop douloureuse à porter. Porter la tristesse d'un héros de cinéma est paradoxalement moins épuisant que de faire face au vide de son propre salon. La joie d'un personnage est plus facile à célébrer, sa colère plus sûre à éprouver. Nous utilisons ces écrans comme des filtres protecteurs, nous permettant de toucher à l'émotion sans être consumés par son intensité réelle. Ce comportement réveille également l'enfant qui sommeille en nous, celui qui réclamait la même histoire chaque soir avant de s'endormir. Pour l'enfant, la répétition n'est pas de l'ennui, c'est la preuve que le monde est prévisible et donc sûr. Adulte, ce besoin de structure ne disparaît pas, il se déplace. Quand la vie devient un tumulte de variables incontrôlables, nous cherchons la réconfortante architecture d'un scénario connu. C'est une quête de nourriture émotionnelle qui ne demande aucune performance. Vous n'avez pas besoin d'être brillant, efficace ou fort. Vous avez juste besoin d'être présent, accueilli par un récit qui vous connaît déjà. Mais pourquoi la nouveauté nous semble-t-elle parfois si menaçante, comme une montagne infranchissable? La réponse n'est pas toujours enfouie dans un traumatisme complexe. Elle réside souvent dans la simple économie de nos forces vitales. S'immerger dans un nouvel univers demande une énergie que nous n'avons pas toujours à offrir. Il faut apprendre de nouveaux codes, s'attacher à de nouveaux visages, accepter le risque d'être déçu ou brusqué. Il y a des saisons de l'existence où nous sommes au complet. Dans ces moments, le nouveau n'est plus une promesse, mais une exigence supplémentaire. Et nous choisissons, avec une sagesse instinctive, de fermer la porte pour rester en famille. Nous devons alors accepter que ce refuge ne soit pas une fuite, mais une forme de régulation émotionnelle nécessaire. Pour beaucoup, regarder à nouveau les mêmes scènes agit comme un antidote puissant contre l'anxiété sociale. Dans un monde où les interactions humaines sont souvent imprévisibles, fatigantes et parfois décevantes, les personnages de nos histoires favorites deviennent des substituts sociaux fiables. Avec eux, il n'y a pas de silence embarrassant, pas de crainte d'être jugé, pas d'effort pour paraître intéressant. Ils sont là, constants et fidèles. Cette présence familière réduit le sentiment d'isolement, sans exiger l'énergie qu'une véritable conversation nous coûterait. C'est une solitude habitée, une manière de faire partie d'un tout, sans emporter le poids social. Cette quête de sens à travers la répétition est aussi un moyen de donner une structure à notre désordre intérieur. Si vous avez du mal à formuler votre propre récit, si les mots vous manquent pour décrire ce que vous ressentez, c'est là que les histoires des autres interviennent. Elles sont là pour nous prêter une voix quand la nôtre est trop lasse. Porter la douleur d'un protagoniste ou pleurer pour sa perte est une façon d'exercer nos sentiments dans un territoire sécurisé. C'est un entraînement à la vie, réalisé dans l'immobilité protectrice de notre foyer, baigné dans la lumière familière d'un écran qui ne demande rien d'autre que notre présence. En fin de compte, la raison pour laquelle nous ne tentons pas quelque chose de nouveau n'est pas toujours liée à la peur, mais au manque d'espace intérieur. Certaines périodes de la vie sont comme des chambres déjà trop encombrées, de doutes, de responsabilités, de bruit de fond. Ajouter une nouveauté serait simplement un poids de plus. Choisir de revoir, c'est choisir de faire de la place, de permettre à l'esprit de se mettre en veille pour se régénérer. C'est une forme de respect envers ses propres limites, une reconnaissance de notre besoin de paix plutôt que d'aventure. C'est s'autoriser à ne pas être un explorateur, mais un habitant. Il est temps de cesser de regarder ce comportement avec les yeux du jugement. Chacun possède sa propre méthode pour guérir, pour résister, pour continuer à avancer. Certains courent des kilomètres pour échapper à leurs pensées, d'autres parlent jusqu'à s'épuiser, et d'autres encore appuient sur lecture pour la 1000e fois. Aucune de ces méthodes n'est supérieure à une autre. Ce sont des outils différents pour gérer l'intensité parfois insupportable de l'existence. Comprendre cela, c'est cesser de se demander ce qui ne va pas chez nous, et commencer à se demander ce dont nous avons réellement besoin pour nous sentir en sécurité. Car au bout du compte, ce que nous cherchons, ce n'est pas l'intrigue. Le dénouement nous importe peu puisque nous le possédons déjà. Ce que nous cherchons, c'est la sensation que cette histoire a déposée en nous la première fois. Nous cherchons ce retour à la maison émotionnelle. Il existe des sentiments, des nuances de mélancolie ou de joie, dont il n'existe tout simplement pas de version nouvelle. Ils ne peuvent être vécus qu'à travers cette porte spécifique, ce souvenir particulier. Revoir, ce n'est pas perdre son temps, c'est retourner à la source de soi-même.
c'est un souffle profond avant d'affronter l'inconnu du lendemain. Car parfois, l'essentiel n'est pas la découverte, mais la reconnaissance.